Salut, salut tout le monde, comment ça va? Salut, très heureux de vous retrouver. Nouvelle LMV, LMV numéro 146, le meilleur est à venir, 146e épisode. Très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est pas en direct, c'est de l'enregistré, tout simplement. Parce qu'au moment où vous voyez ça, je suis pas capable de le faire en direct, tout simplement, puisque je voyage. Donc, on le fait en différé. Vous n'allez pas pouvoir commenter en direct. Je ne vais pas pouvoir lire vos commentaires en direct. Ça me manque un petit peu, je dois vous dire. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est juste une fois, de temps en temps, et puis ça sera réglé, hein, de toute façon. On va pas faire ça tout le temps non plus, parce que le direct a une certaine saveur que moi j'apprécie beaucoup. Hein. C'est sans filet, pour moi. Et c'est super parce que vous commentez directement et on peut réagir comme ça. Mais c'est pas grave. Donc, les imbrisables, on est reparti pour un nouvel épisode avec une jolie histoire aujourd'hui, une très jolie histoire d'un ingénieur. Ouais, je ne vais pas vous la raconter, mais on va aller en Inde, dans le nord de l'Inde, juste à côté du Tibet. Et c'est une histoire qui m'a touché. Alors là, c'est un petit peu dans un style différent par rapport à ce qu'on a fait ces jours derniers, mais il y a des belles histoires partout. Et c'est ça qui est beau dans notre monde. Un petit mot pour vous rappeler l'opération pour aider Chantal. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, retournez au numéro 144. Regardez sur la page Le meilleur est à venir. Sur cette page, vous allez vous scroll down, vous descendez, vous allez tomber sur le numéro 144. Regardez-le, surtout à partir de la 8e minute, 8 minutes 50. Et là, je raconte l'histoire poignante de Chantal qui a besoin de vous, qui a besoin de nous. Moi, j'ai déjà fait ma part, je fais ma part et je compte sur vous également pour faire votre part. On est comme les colibris, si chacun fait un petit peu, on va pouvoir aider Chantal de façon fantastique. Je ne vais pas revenir sur son histoire, c'est une histoire très difficile, mais elle veut s'en sortir. Et ça, c'est bon lorsqu'on a l'esprit de s'en sortir. À tel point qu'aujourd'hui, j'ai discuté avec Chantal, on a chatté un petit peu, et elle m'a annoncé qu'elle allait peut-être pouvoir retrouver du travail sous peu. C'est fantastique ça. C'est ce qu'il faut pour retrouver un petit peu d'énergie, ne pas rester enfermé chez soi, surtout après tout ce qu'elle a vécu. Et je suis très heureux pour toi, Chantal, si tu regardes en ce moment. C'est fantastique. Alors, d'une part, il y a Chantal qui fait son boulot. Hein, elle y met du sien, elle fait sa part, à nous de faire notre part également. Vous pouvez faire des dons et rappelez-vous à tous ceux et toutes celles qui feront des dons, j'en ai parlé à plein d'auteurs indépendants qui sont des amis sur Facebook dans différents groupes et ils sont prêts également à donner un de leurs bouquins en e-book à tous ceux et toutes celles qui feront un don. Sous la description de la vidéo ou en haut quelque part, vous allez voir, il y a un lien pour faire un don directement sur un site sécurisé, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire un don. J'ai rajouté aussi un lien de Maribo qui vous explique, si vous n'avez pas de carte de crédit, comment pouvoir faire un don quand même avec une carte spéciale. Enfin, vous allez voir le lien, tout est expliqué. Merci beaucoup Maribo pour ça. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez faire votre don et participer à l'opération en pensant à Chantal. Alors, on va me dire, il y a plein de gens qui ont plein de besoins. On ne peut pas aider tout le monde, mais au moins il faut commencer quelque part. Chacun fait son petit pas, chacun fait sa part. Et si tout le monde s'y mettait, on pourrait tous s'entraider les uns les autres. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas tellement notre faute. Hein. Ce sont les médias également qui nous détournent des choses importantes, comme des belles histoires que je trouve belles, moi personnellement, et optimistes que je partage à chaque épisode de LMV, dont ce soir, vous allez voir un garçon absolument fantastique qui fait des choses extraordinaires là-bas, au nord de l'Inde. Mais j'y reviendrai en quelques instants. Donc n'oubliez pas Chantal, c'est très important. Je ne peux pas regarder le niveau des dons en ce moment parce que je suis en voyage, donc je ne peux pas voir. Je suis déconnecté complètement du net, je n'ai pas de Wi-Fi, rien du tout. Mais lorsque je regarderai après, j'aimerais bien voir des numéros qui montent parce que c'est important. Donc n'hésitez pas, le lien dessus-dessous, peu importe. Allez-y. Et même une petite donation, ce que vous pouvez. Non plus, ne vous ruinez pas, mais c'est très important pour Chantal. Voilà, le moment suspendu du jour. On y va tout de suite. Moment suspendu du jour. En ce moment, c'est les couchers et les levées de soleil. Hein. Ça marche bien. Hein. C'est agréable les couchers et les levées de soleil. Il faut bien en faire quelques-uns.
Et celui-là, il nous vient de Marie. Merci Marie, qui prend également des photos. Il est beau. Il ressemble beaucoup à celui de Catherine. Hier que j'ai partagé celui de Catherine, regardez. Il est beau, hein? Ah, avec ses rayons là. C'est très divin, c'est très ange, les anges, etc. Merci beaucoup Marie pour ça. C'est super sympa. Moi j'aime bien. C'est marrant, je fais silence parce que euh, d'habitude quand je suis en direct, je fais silence et pendant que vous regardez la photo, moi je regarde vos commentaires pour voir ce que vous racontez. Et là en fait, eh ben, il n'y a pas de commentaires. Donc je fais silence, je regarde, mais il n'y a rien. Donc c'est pas la peine. Ah là 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 là, c'est... Ah, ça me manque le direct, mais c'est pas grave, hein. On reviendra en direct sous peu. Et puis, allez, un deuxième moment suspendu, vous permettez? Parce que celui-là, il est rien à voir, mais bon. Vous vous souvenez, lors de l'épisode 145, il y a Catherine, une autre Catherine. Hein. Attends, c'était quoi? Je me suis en train de me tromper là. C'était pas Catherine qui avait fait le moment suspendu dans le 145, c'était Yona, pardon, c'est Yona. Et donc Catherine nous avait dit que sa chienne, un cocker, qui s'appelle India, avait eu des bébés. Elle avait eu des pétés. Et j'ai dit, il faut nous montrer les photos parce que c'est beau les bébés chiots. Eh bien, voici la première photo de ces bébés. Mais on ne voit pas très bien parce que c'est la toute première. Elle est prise par une caméra. Ils sont isolés. C'est vraiment bien fait. Ils sont chez un vétérinaire. Donc tout a été bien préparé. On n'en voit pas bien. Ben, vous pouvez quand même voir. Donc la photo est floue. Hein. C'est pas vous. Il y en a. Et vous voyez toute cette petite là qui tête. Pop, pop, pop. Je ne sais pas combien il y en a. Moi j'en ai compté 9 ou 10. Hein. Mais c'est énorme. Hein. Et non, ça doit être dur hein, pour la maman. Sacré India. C'est marrant parce qu'aujourd'hui on va en Inde. Donc Inde, India. Ça correspond, c'est parfait. Allez, on lui fait une petite caresse et on espère qu'elle va vite se remettre. Et puis n'hésite pas à envoyer d'autres photos. C'est toujours sympa de voir la vie qui naît et des chiots qui, j'espère, auront une belle vie avec des maîtres qui les adorent. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui? Nila. Nila a partagé ce cliché trouvé sur un mur, quelque part. Ni Dieu, ni maître, ni mari. Alors je sais pas pourquoi il y a un S à Marie, mais je sais pas. Mais bon, pourquoi pas, moi j'ai trouvé ça bien. Sinon, les moustiques. Encore des moustiques, on a parlé de moustiques hier, mais aujourd'hui, là c'est Maryse qui partage cette image. Astuce de la journée. Quand vous avez vraiment envie de gifler quelqu'un, eh bien faites-le et dites moustique. C'est la bonne excuse. Ah, c'est la bonne excuse. Moustique. Ah, c'est bien ça. Merci Maryse. C'est super sympa. Quoi d'autre sinon Monette, qui elle a partagé cette image. Si on enlève la partie financière, psychologique, spirituelle, émotionnelle et professionnelle, ma vie est géniale. Bah oui, hein. Ah oui, tout ne peut pas être parfait, hein. Mais bon, c'est bien de rire un petit peu avec ça. Alors en anglais, je l'ai bien aimé celle-là. Je sais pas si tout le monde. Il faut connaître, vous savez, les brasseurs d'air qu'on a. Je sais pas si vous avez ça. C'est où? Moi, j'avais ça en Guyane. J'habite en Guyane et au Brésil aussi. Il y a des brasseurs d'air qui sont très pratiques. Alors c'est en anglais. Je vais essayer de vous le traduire. Mais Nina, merci pour ça. Une autre Nina. Hein. Non, c'était Nila. Et là, c'est Nina. Nina, merci pour ça. Mon brasseur d'air a 3 vitesses. La première vitesse, c'est ça bouge à peine. La deuxième vitesse, c'est ah, on dirait que ça marche. La troisième vitesse, ça va s'envoler du plafond et tuer quelqu'un. Vous savez, c'est... J'ai trouvé ça marrant et c'est vrai, hein, si vous avez déjà eu un brasseur d'air, il y a toujours l'impression que ça marche pas au début et quand vous le mettez à fond, alors là, vous avez... Vous pensez qu'il va tuer quelqu'un, qu'il va bondir du plafond et vous tombez dessus. Expérience personnelle. Ah non, pas le fait qu'il me tombe dessus, mais expérience personnelle avec les brasseurs d'air. Richard, qu'est-ce qu'il nous dit Richard? Il nous a partagé cette image. Les parents qui disent à leurs enfants « Un tatouage, c'est pour la vie, tu pourrais le regretter plus tard », alors qu'ils ont fait des enfants. Ah, elle est dure celle-là, elle est dure. Oh, elle est dure. Eh ouais, je sais, mais bon. Elle m'a bien fait rire.
Donc je la partage. Nina en a partagé une deuxième. Et ça c'est bien ça. Tu fais quoi dans la vie? Je fais de mon mieux. Et c'est vrai, c'est marrant, mais c'est vrai. Dans la vie, il faut faire de son mieux. On fait de son mieux. On n'a pas à se comparer, etc. On fait de notre mieux. Et notre mieux, c'est pas toujours le même niveau. Ça dépend de notre situation, qu'est-ce qui se passe, etc. Et j'aime bien ce t-shirt. J'aime bien ce t-shirt pour deux raisons. Just doubt it. C'est Nietzsche. Juste doute. C'est excellent parce que j'aime bien, c'est marrant avec Nike, la marque. Mais aussi parce que Nietzsche est un élément important de ma saga, La femme sans peur. Et donc je connais bien un petit peu maintenant l'œuvre de Nietzsche en la potassant pour les bouquins. Donc je trouve ça très très bon. En passant. Et je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook, on ne vous a pas demandé quel était votre élu, votre député. Alors Nicolas a la réponse pour ça. Vous avez dû le recevoir, on dit quel est votre député, on va vous donner les infos, etc. Réponse de Nicolas. Une fonction de Facebook me propose de suivre mon élu local, nouveau député. Meilleure vanne de la journée. Mais de quoi je me mêle, Facebook? En plus, si vous faites ça, ils ont encore plus d'informations sur vous. Alors attention, ne dites pas oui facilement. Hein. Méfions-nous, méfions-nous. Il faut être très prudent. Chaque information que vous donnez vous donne moins de liberté. Oh, un classique maintenant. Un classique qui revient chaque mois. Mais bon, allez, elle est toujours marrante. Celle-là, c'est Vanessa qui l'a partagée. Vanessa, merci. Je suis en plein burn juin. C'est comme le burn-out, mais un peu en avance. La version originale est de Matoy, B. Matoy, qu'on connaît bien sur Twitter. Ah, c'est un classique, hein, maintenant on peut faire ça tous les mois. Nicolas aussi nous en a proposé une autre. Heureusement, nos pensées n'apparaissent pas dans des bulles au-dessus de nos têtes. Sinon, je serais franchement dans la merde. Imaginez si toutes nos pensées... Oh, quel idiot celui-là. Oh, je m'ennuie. Ah, ça serait terrible. Mais bon, c'est bien pensé. Sandrine, qui a partagé cette image. Alors, c'est en deux temps. C'est en anglais, mais c'est facile à comprendre. C'est un mari qui dit à sa femme, Do you know how to use this? Tu sais, tu sais utiliser ça, tu sais t'en servir? Réponse de la femme, vous la connaissez peut-être? Excellent. Ah, elle est bonne. Eh ouais. Eh ouais. C'est normal. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. On va s'arrêter là. Et on va donc aller. Attendez, je regarde. Tiens, c'est marrant ça. Je sais pas. Enfin bref. Je me permets. Hein. On va donc aller en Inde. On va dans l'Inde. On va dans le nord de l'Inde, aux confins de l'Inde. Dans un état qui s'appelle, c'est l'état de Jammu et Cachemire, c'est vraiment tout au nord, frontière avec le Pakistan, frontière avec la Chine, un endroit, je ne savais pas, où il y a eu des conflits, déjà il y a eu même des guerres entre l'Inde et le Pakistan qui se disputent la frontière, mais aussi avec la Chine de l'autre côté, et il y a même un endroit, on ne sait pas trop où exactement la frontière. Donc il y a vraiment des luttes dans cette région, qu'on ne connaît pas, et donc les frontières ne sont pas tout à fait complètement défini. Et donc, là-bas, on va aller dans un district, dans un des districts de cet État indien, donc de Jammu et Cachemire. On va aller dans le district, pardon, du Ladakh. Vous avez sans doute entendu le nom, le Ladakh. Le Ladakh, c'est difficile. Hein. Le Ladakh, c'est un endroit magique hein, pour tous ceux qui aiment un peu... on appelle ça le Petit Tibet. Bien que les Ladakhis pensent qu'ils n'ont rien à voir avec le Tibet. Ils parlent d'ailleurs le Ladakhi, c'est la langue qu'ils parlent, qui est proche du Tibet, mais qui est assez différente. Et vous allez voir que c'est important dans quelques instants. Donc le Ladakh, c'est là où tous ceux qui aiment faire de la marche,
aller dans les contrées difficiles, aime bien. Il y a un tourisme de ça, avec beaucoup de touristes européens et même d'Amérique du Nord qui viennent pour faire des marches, visiter un peu le pays. Et le Ladakh, donc c'est un district de cet état du Cachemire. D'ailleurs, le district, c'est incroyable. C'est le deuxième district le plus grand de l'Inde. Je crois que ça fait à peu près 40 000 km². C'est énorme pour un district. Et la capitale, j'ai oublié, c'est Leh. Ça s'appelle Leh, je ne sais pas si je prononce bien. Et donc, on va aller dans cette partie-là. Donc, l'état de Jammu et Cachemire est en gros divisé en trois. Il y a d'un côté, il y a la communauté, que je ne me trompe pas, bouddhiste, la communauté hindouiste qui vit du côté de Jammu, donc plutôt je vous montre, mais c'est à l'envers, plutôt à l'ouest. Au niveau du centre, il y a toute la communauté musulmane qui est dans la vallée, ce qu'on appelle la vallée du Cachemire. Et puis à l'est, donc, il y a tous les bouddhistes, donc, dans le district du Ladakh, ce qu'on appelle le Ladakh, qui est donc le moins peuplé, l'endroit le moins peuplé, mais le plus grand. Et donc, là, la communauté bouddhiste, très proche donc de la communauté tibétaine, mais différent, ils n'aiment pas trop qu'on dise que c'est la même chose, vit là-bas tranquillement au fil des années, des guerres. L'histoire est très intéressante, je ne veux pas y revenir, mais il y a eu un royaume, il y a eu un roi du Ladakh, enfin c'est un truc très intéressant. Je pourrais vous raconter ça, parce que je l'ai lu, je viens de le lire pour préparer cet épisode, mais bon, ça nous prendrait trop de temps et ça nous éloignerait surtout de l'homme que l'on va rencontrer. On va rencontrer un garçon qui s'appelle Sonam. Sonam Wangchuk, je ne sais pas si je prononce bien, on va l'appeler Sonam. Il a maintenant 51 ans, 52 ans. Et Sonam est né dans un village très pauvre, très petit, donc la capitale c'est Leh, non loin de Leh, donc dans cette province, on va dire, je ne vais pas dire district, du Ladakh. Et il est né dans un village à peine 5 maisons. Il naît vraiment pas dans la pauvreté, mais dans le dénuement le plus grand. Et ainsi, il va grandir, Sonam, il va grandir surtout avec sa maman, parce que son papa, lui, va travailler à la ville. Il a un bon travail, mais la maman reste au village. Et jusqu'à l'âge de 8 ans, Sonam ne va pas à l'école, reste avec sa maman. Et lorsqu'il raconte ces périodes de sa vie, Sonam, il dit d'ailleurs, c'est sans doute la plus belle chose qui me soit arrivée lorsque j'étais petit, parce qu'il n'allait pas à l'école. Il n'avait pas tout ce qu'on impose aux enfants, essayer de les rentrer dans le moule, les horaires, etc. Vous savez, tous les problèmes de l'éducation qui essayent de faire entrer dans un moule les enfants. Et lui, il a juste vécu, il s'est amusé dans la nature. Enfin, la nature est assez rude là-bas. Vous allez voir ça dans un instant. Et c'est sa maman qui lui a enseigné la lecture, à écrire, le ladaki, et qui lui a enseigné, qui lui a fait des cours, etc., qui fait que il n'est pas stupide du tout. Il a appris plein de choses et il en a profité en même temps pour vivre pleinement sa vie de petit garçon. Et dans la province du Ladakh, la vie est rude. L'altitude moyenne au Ladakh, l'altitude moyenne, c'est 3500 mètres. C'est-à-dire que c'est du costaud, il fait très froid. Et c'est ce qu'on appelle un désert froid. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement rien qui pousse, c'est difficile de faire pousser des trucs. L'eau, il y en a parce que les glaciers des Himalayas, qui sont juste à côté, descendent. Mais avec le réchauffement climatique, c'est pas pratique tout ça. Bon bref, je vais y revenir dans un instant, mais tout ça pour vous dire qu'il a vécu jusqu'à 8 ans dans des conditions assez difficiles. Et puis, lorsqu'il a 9 ans, son père lui dit « Maintenant, il va falloir que tu ailles quand même à l'école ». Et il l'envoie dans une école, dans une des villes importantes de cet état, de Jammu et Cachemire, à Srinagar. Il l'envoie à Srinagar. Et là, le petit Sonam, qui a maintenant 9 ans, n'en peut plus. Très vite. Il ne supporte pas la classe. Imaginez, il a été en liberté totale avec sa mère pendant 8 ans. Donc on le met dans une classe avec un uniforme, et en Inde il y a des uniformes, et on l'oblige à rester assis pendant 4 heures, à apprendre des trucs exactement comme le prof. Et rappelez-vous, en Inde, c'est la tradition britannique, British. C'est très strict, c'est très carré, c'est comme ça. Il n'y a pas de relax, là, c'est pas relax. Et donc, Sonam n'en peut plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il fuit. De lui-même, à 9 ans, il s'en va. Il prend des trains, etc. Et il va jusqu'à Delhi. Imaginez-vous, il va jusqu'à Delhi pour aller
dans une école spécifique à la rencontre du proviseur. Pourquoi? Parce qu'il a entendu parler de cette école plusieurs fois et on lui dit que cette école était superbe. Et effectivement, cette école est une école plutôt libre, privée, enfin non, dirigée par le gouvernement, mais quand même avec des règles très ouvertes, très particulières, un petit peu comme le système Montessori. Et donc c'est très ouvert, parce que rappelez-vous, je ne sais pas si vous le savez, mais Maria Montessori a vécu près de 10 ans en Inde et a beaucoup influencé le système scolaire, enfin pas partout, mais dans pas mal d'écoles. Bref, il se retrouve là-bas, à Delhi, et là, il peut continuer ses études. Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'il est très intelligent, ce petit Sonam. Et donc, on l'encourage, on le fait avancer, il passe les classes, tout va bien, il passe ce qui correspond à son bac, et hop, il va rentrer en université maintenant. Et là, conflit avec son père. Alors, ils sont tous les deux d'accord, Sonam et son père, ingénieur. Il veut être ingénieur. Mais son père veut qu'il soit ingénieur dans le génie civil, mais lui, il veut être dans tout ce qui est mécanique. Et là, ils se disputent. Et Sonam a un sacré caractère comme son père, et Sonam décide, je serai ingénieur dans le domaine de la mécanique, j'ai rien à faire du génie civil. Et son père lui dit, tu es comme ça? Bah très bien, tu te paieras tes études toi-même, je te donne plus un sou. Et Sonam dit, ok. Ah, les personnes, il m'épate. Et comment il fait alors pour payer ses études d'ingénieur? Eh bien tout simplement, il va donner des cours du soir à des enfants qui ont besoin de soutien scolaire, etc. Et c'est là qu'il se rend compte. Il en a déjà fait l'expérience dans l'école de Srinagar, d'où il a fugué parce que, j'ai oublié de vous dire, mais il ne parlait pas la même langue, il parlait le ladakhi et dans l'école il ne parlait pas la même langue, une autre langue indienne, mais il y en a tellement, c'est difficile. Et il a compris ce que c'était le blocage de la langue. Et là, quand il donne des cours de soutien aux enfants, il se rend compte que c'est la même chose. C'est difficile pour les enfants de communiquer parce qu'ils ne parlent pas toujours la même langue. Et puis ce sont des enfants, il se rend compte qu'ils sont brillants, mais qui sont voués à l'échec parce qu'il y a ce problème de communication. Et ça va beaucoup l'influencer plus tard. C'est quelque chose dont on ne va pas parler, ce n'est pas du tout le sujet, mais je le signale quand même, parce que Sonam fait des choses exceptionnelles. Il aidera beaucoup à développer une éducation plus intelligente pour son État, l'État de Jammu et Cachemire, mais aussi au Népal. Et ça, c'est un gars formidable. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Il a son diplôme d'ingénieur, il commence à travailler dans l'État de Jammu et Cachemire, il travaille au Ladakh, il voyage, etc. Il va voyager dans plusieurs endroits pour apprendre, pour développer des choses. Il développe des systèmes, il aide son peuple, les Ladakhis, à sortir un peu de cette misère, de cet isolement et surtout des conditions difficiles climatiques. Il va même venir en France et il va passer un master à Grenoble dans une école c'est un institut qui s'appelle Cratère, où on apprend à utiliser la terre comme seul moyen de construction. Enfin, c'est plus compliqué que ça, et qui fait partie de l'ENSAG, que vous connaissez peut-être. C'est l'École nationale et supérieure des architectes de Grenoble. Voilà, je ne me suis pas trompé. J'ai habité à Grenoble, mais c'est très loin. Et donc voilà, donc c'est vraiment un gars qui s'intéresse à tout, etc. Et puis, avec les années qui passent, rappelez-vous, il a maintenant 52 ans, il se rend compte d'une chose. La vie des Ladakhis, surtout des plus pauvres, est de plus en plus difficile. Des paysans est de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, ils vivent dans une espèce de désert froid. Et donc, planter des graines, faire pousser ce qu'ils ont envie de faire pousser, c'est difficile. Ils ont besoin de cette eau qui vient des glaciers, et qui normalement arrive à la fin de l'hiver. Mais, que se passe-t-il dans notre monde? Il y a certains qui n'y croient pas, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un réchauffement climatique. Qui dit réchauffement climatique, dit recul des glaciers. Et ces glaciers qui étaient à portée des villages pour recueillir de l'eau, au fil des ans reculent. Et après 20 ans, donc depuis sa jeunesse, 20-30 ans, ont vraiment reculé jusqu'à peu près, on dit à peu près 4000 mètres d'altitude. Et 4000 mètres d'altitude, lorsqu'on habite à 3000, c'est pas facile d'aller chercher de l'eau. Et c'est même impossible. Et donc, les paysans quittent de plus en plus leur culture pour aller dans les villes, pour travailler dans des jobs qu'ils n'aiment pas. Et ça, Sonam n'est pas d'accord. Il s'est dit, il faut faire quelque chose. Et il se creuse la tête. Comment faire dans un désert froid pour avoir de l'eau,
pour planter des graines, pour lancer la cultivation, la germination et que les premiers plants poussent, parce qu'après, ils peuvent avoir de l'eau, mais il y a un moment où il n'y a pas l'eau, parce que les glaciers fondent avec du retard, et pour recueillir l'eau de ces glaciers qui sont là-haut. Et c'est vraiment compliqué. Et puis, par hasard, il tombe sur le travail d'un autre ingénieur. Et cet ingénieur, j'ai oublié son nom, il s'appelle, je veux le saluer quand même, Shewang Norfel, qui a eu l'idée quelques années avant de créer des lacs à 4000 mètres d'altitude, c'est-à-dire en bloquant l'eau des glaciers. Et lorsqu'elle se refroidit, eh ben, ça fait des glaciers plats à 4000 mètres d'altitude et il y a une réserve d'eau énorme. Problème, c'est comment aller chercher cette eau. Mais les paysans de Ladakhi n'ont pas envie d'aller là-bas, c'est très compliqué. Et donc cette idée est restée sans suite. Et Sonam, lorsqu'il tombe là-dessus, il se dit il y a peut-être quelque chose à faire. Et il se demande pourquoi ces glaciers, ces lacs glaciaires qui ont été créés sur du plat comme ça, à 4000 mètres d'altitude, ne fonctionnent pas. Parce qu'ils fondent également, mais dès que la saison d'été arrive. Et il comprend une chose, ils fondent pas parce qu'ils sont plats. Eh oui, on ne s'en rend pas compte, mais une surface de glace plate fond plus rapidement au soleil que si elle n'est pas plate. Et ça, Sonam, il réfléchit. Il se dit, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Ce gars-là est génial. Et puis un jour, il passe près d'un pont, à peu près à 3000 mètres d'altitude, donc dans la bonne saison, c'est-à-dire vers avril, mai, au moment juste avoir planté les graines, et où là, l'eau, on en a besoin et il n'y en a plus. Enfin, elle est là-haut, mais on ne peut pas aller la chercher. Il passe sous un pont, et il voit que sous le pont, il y a de la glace. Et là, il a un moment d'illumination, il se dit, ça fait tilt dans sa tête. Alors que partout autour, il n'y a plus de glace, sous le pont, il y a toujours de la glace. Il regarde cette glace et il se dit, mais donc c'est possible d'avoir de la glace. Il est à 3000 mètres d'altitude au niveau de cette glace. C'est l'altitude la plus basse du Ladakh. C'est possible d'avoir de la glace en avril-mai, au moment où on n'a plus de glace du tout. Alors il regarde la chose, et la glace, bien sûr, est protégée par le pont, elle est à l'ombre, et c'est pour ça qu'elle a pu rester. Et lui, ça lui fait tilt dans sa tête. Il repense à ces lacs de glace qui ont été créés, qui étaient plats. Il se dit, ben oui, c'est ça la solution. Il faut les mettre à l'ombre. Alors, si vous auriez été là, et moi aussi, vous auriez dit à Sonam, attends, tu veux les mettre à l'ombre, mais qu'est-ce que tu vas construire? Tu vas construire des hangars et tu vas mettre de la glace dessous. C'est pas possible. Il n'a pas les moyens, c'est impossible, le relief est très est désertique, donc c'est des cailloux, il n'y a rien, c'est impossible. Mais si vous pensez out of the box, en dehors de la boîte, il y a toujours une solution. Et nous, on aurait dit peut-être, ah, laisse tomber Sonam, ça ne va pas marcher. Mais Sonam vous aurait répondu, il doit y avoir une solution. Et il réfléchit, parce que c'est ça, son truc de réfléchir. C'est un ingénieur, il aime bien trouver les uns. Et il trouve la solution. Pour la glace, et c'est génial, au lieu de la mettre à plat, de la faire à plat, et si on la mettait comme ça, de cette façon, c'est-à-dire qu'elle donne moins de prise au soleil, et donc elle fondra moins vite. Rapidement, il fait un essai, pas de glace comme ça, et ça marche. La glace fond beaucoup moins vite. La solution est trouvée, mais maintenant, comment on va faire ces pains de glace? C'est pas facile. Je sais pas comment on va faire. Mais Sonam a déjà trouvé la solution. Et la solution, elle est toute bête et géniale en même temps. En haut, on est d'accord, à 4000, 5000 mètres d'altitude, il y a la glace, il y a l'eau. En bas, il n'y a rien. Eh bien, il suffit de brancher un tuyau. On met un tuyau, une sorte de canalisation tout en haut. On fait de façon à ce que l'eau rentre dans le tuyau. On m'entend, excusez-moi, j'ai le pollen qui me gratte, c'est terrible. Et on fait descendre l'eau par le tuyau. Et lorsqu'on est plus bas, à 3500, 3000 mètres d'altitude, eh ben, l'eau arrive. Et par un effet mécanique, sans moteur, sans rien, l'eau jaillit. Mais vous allez me dire, mais quel rapport avec le pain de glace? C'est de l'eau qui coule, il faut la conserver. On en a besoin un peu plus tard. Facile, nous dirait Sonam. Il suffit de remonter le tuyau, de le mettre de façon, je vais me reculer, de façon verticale, assez haut, et là, l'eau jaillit. Et là, vous prenez Sonam pour un fou.
Sauf que, au moment où vous faites ça, les températures sont négatives, proches de -20. Donc toute eau qui va sortir va geler immédiatement et va retomber sous forme de glace. Et ainsi, en mettant un tuyau vertical assez haut, en laissant jaillir l'eau qui vient de tout là-haut, on crée ce qu'on appelle un pain de glace et que Sonam va appeler un stupa de glace. Les stupas, si vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez, les stupas, ce sont des monuments funéraires des bouddhistes dans lesquels on met des reliques ou parfois des personnages saints, des restes des personnages saints dans le bouddhisme qu'on trouve un petit peu partout au Tibet et en Inde également. Donc c'est les stupas, c'est un peu arrondi. Et ça a cette forme. Lorsque vous créez la stupa, l'eau jaillit, elle retombe donc sous forme de cône comme ça, et c'est parfait. C'est parfait pour préserver cette eau dont on va avoir besoin au mois de mai, là où on en a plus maintenant à cause du réchauffement climatique. Et donc on décide de créer. Problème, il faut de l'argent pour créer ça. Il faut créer le canal, il faut des tuyaux, on ne peut pas les inventer. Et comment fait Sonam? Crowdfunding. Recueil de dons, comme on essaye là de faire, on fait pour Chantal, pour une autre cause, recueil de dons. Il recueille plus de 150 000 $, je crois, un truc comme ça. Et avec 150 000 $, il a largement de quoi acheter des tuyaux, faire des canaux, préparer son truc et machin chose. Et ça donne quoi? En réalité, ces stupas de glace. Je vais vous les montrer. Voilà. Ça donne ça. Alors, vous ne le voyez pas bien là, je vais vous le mettre. Voilà, ça c'est le Ladakh. Vous voyez, comme c'est le désert froid avec les montagnes autour. Ah, là, vous ne le voyez pas bien. Attendez, je vais le mettre en blanc. Peut-être qu'on voit mieux en blanc. Vous voyez, ça jaillit là. Ah, je fais le bruitage. Hein, et ça fait cette espèce de cône qu'ils appellent un stupa de glace. Et c'est tout bête. C'est tout bête. Il n'y a aucun moteur, rien. C'est de la nature, utiliser la nature. Et c'est ce qu'adore Sonam. Et il a d'autres inventions comme ça. Je ne parle que de celle-là, mais ce gars-là, qui est d'ailleurs un héros dans son pays, hein, c'est une célébrité. Et derrière ce que vous voyez, alors attendez, je vous le montre. Je ne peux pas m'empêcher de vous le montrer. Bon, enfin non, sinon je vais rester longtemps. Voilà, je vous le montre sous un autre angle avec Sonam. Voilà. Vous voyez, ça c'est Sonam. Et ça, un autre stupa, vous voyez, ça jaillit et ça gèle tout de suite et ça retombe et ça fait ça, un énorme pain de glace qui peut avoir plusieurs millions de litres d'eau, tout ce dont ont besoin les Ladakhis, qui, regardez devant, ont commencé à planter des arbres et à les irriguer avec cette eau qu'ils font au mois de mai, avril-mai, là où ils en ont le plus besoin. C'est génial. C'est quand même formidable. Pas de produits chimiques, pas d'ingénierie, enfin de l'ingénierie mécanique, naturelle, pas de moteur, pas de pollution, solution trouvée. Et je trouve ça génial. D'ailleurs, c'est marrant parce que ces stupas de glace, il faut savoir que la station de Saint-Moritz, en Suisse, a contacté Sonam pour qu'ils viennent faire la même chose dans leur station. Alors, bien sûr, le but n'est pas le même. Hein. Saint-Moritz, c'est pas le désert froid du Ladakh. Le but, c'était parce qu'ils ont aussi des problèmes, de garder la neige plus longtemps, pour le tourisme évidemment, et puis pour faire joli. Bon, voilà. Mais Sonam l'a fait parce que ça permet de financer et ces stupas de glace, et l'éducation pour les Ladakhis, etc., etc. Donc tout ça, c'est très bien. Sonam, encore un gars fantastique. Il y a plein de gens géniaux à travers le monde. Et à chaque épisode du Meilleur est à venir, j'essaie de vous faire découvrir une personne qui fait quelque chose, qui fait sa part, comme le petit colibri. La phrase du jour, et merci à Sonam, hein, vraiment, j'ai fouillé, j'ai fait des recherches sur le Ladakh, j'ai appris plein de choses, et je pourrais vous en parler pendant longtemps. La phrase du jour, c'est Nina qui la partage. Et oui Nina, c'est toi qui partages la phrase du jour. Je l'ai trouvée superbe. Voyez, attention! Fréquenter des gens ouverts d'esprit, optimistes, positifs, peut-être contagieux, vous pourriez avoir envie de sortir du rang et de les suivre. Eh bien, c'est tout le mal que je vous souhaite. Allez vers les optimistes, partagez des choses positives, soyez ouverts, et vous allez voir que votre vie va s'en porter mieux,
et que vous-même, vous allez avoir plein d'idées. Un petit peu comme Sonam. C'est marrant, comme je dis Sonam, ça sonne comme son âme, l'âme. Ah, c'est marrant, hein, son nom, Sonam, ouais, c'est bien ça. Je ne sais pas si je prononce bien, mais enfin, c'est pas grave. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. L'épisode 146 est terminé. Il était enregistré, il n'y avait pas de direct, donc il n'y a pas de commentaires. Mais vous pouvez commenter maintenant que vous regardez. Dessous, je lirai les commentaires lorsque je le pourrai. Hein, on verra ça. Et puis n'oubliez pas Chantal. N'oubliez pas Chantal, s'il vous plaît. C'est important, chacun fait sa part, je le dis, je le répète. Chantal, il y a le lien pour faire vos dons. Si vous ne pouvez pas faire de dons, vous pouvez offrir un bouquin. Je l'ai déjà dit, contactez-moi un de vos e-books. Contactez-moi en MP et je vous dirai comment faire. Sinon, essayez de partager au maximum cette vidéo autour de vous pour qu'on puisse avancer et aider Chantal qui est en train de s'en sortir. Et ça, c'est génial. Ça aussi, une super nouvelle à voir. Chantal et Kevin, dont on honore la mémoire cette semaine. Allez, je compte sur vous. On se retrouve dans 2 jours pour un nouveau numéro de LMV. À ce moment-là, on sera au numéro 147. Salut, à bientôt. Je vais essayer de ne pas rater le bouton parce que c'est pas le même comme c'est enregistré. Bye bye.